Bonne et heureuse année 2021, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans ce premier numéro de cette nouvelle année 2021. C'est parti pour ce numéro de Cercle des Arts. Et j'ai comme invité sur ce plateau Alpha Kaba. Alpha, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Alpha Kaba, il est journaliste à la radio Clé des Ondes à Bordeaux, en France. Je vais donc lire votre parcours. Monsieur Kaba, en Kankan, deuxième ville de Guinée. Donc vous êtes journaliste dans une radio locale. Vous animez régulièrement des débats radiophoniques où les citoyens discutent des problèmes du quotidien. Un jour de 2013, une de vos émissions est jugée trop critique. La station dont vous étiez était saccagée et vous êtes menacé également de mort. Et vous n'avez pas d'autre choix que de quitter ce pays. Avant donc de développer sur cet ouvrage, M. Kaba, pouvez-vous revenir sur cette péripétie très douloureuse? Voilà, d'abord merci Fatou, merci à vos milliers de spectateurs qui nous suivent dans tout Dakar et au Sénégal. Et je suis en séjour à Dakar pour 2 semaines. Je suis là pour 2 semaines avant de me retourner à Bordeaux où je vis maintenant. En fait, je suis journaliste, j'ai été journaliste, je suis encore journaliste. J'ai été journaliste à Kankan, c'est la deuxième grande ville de la Guinée, la République de Guinée-Conakry, où à un moment donné de la vie, ma vie a été menacée, ainsi que d'autres journalistes et techniciens de la radio. Et suite à des émissions interactives qu'on animait de temps en temps, en dénonçant la coupure d'électricité, manque d'eau, vol dans l'administration, la corruption et tout ça. Et tout ceci a été mal vu par l'administration guinéenne, notamment locale de Kankan. Ils ont envoyé les policiers, les militaires, comme on le voit un peu partout dans le monde. La presse, elle n'est pas totalement libre. Le droit à l'expression, c'est un peu un tabou dans certains pays. Et notre radio a été menacée. J'ai quitté la Guinée en 2013, en août 2013, pour aller tout d'abord en Algérie. J'ai traversé le Mali, Bamako, le Burkina Faso, le Niger, ensuite l'Algérie, avant de tenter la route de la Libye, où je me suis retrouvé comme je l'ai dit dans le livre, dans cet enfer libyen, avec pas mal de migrants africains, des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, qui, à un moment donné de leur vie, nous nous sommes retrouvés en tant qu'esclaves, en plein 21e siècle. Et dans ce livre, j'essaye toutefois d'expliquer au monde, à l'humanité, aux institutions internationales et à tout ce bas peuple ce qui se vit actuellement en Libye, cet esclavage que nous on nous a appris dans les écoles primaires, au collège. Ce sont des temps révolus et qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore des jeunes Africains, des jeunes Sénégalais, des jeunes Maliens qui sont encore esclaves en Libye. D'où mon idée à l'occasion de cette journée internationale des migrants. Oui, c'est une journée que moi je célébrer 18 décembre 2020. Justement. Donc moi je célèbre cette journée. C'est une journée, je ne célèbre pas la journée, mais c'est pour moi une journée commémorative. Et j'appelle à la solidarité vis-à-vis des migrants qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. C'est un peu ça. Madame Alpha Kaba, donc il y a des pays où on ne doit pas tenir des propos acerbes contre le régime. Donc vous êtes au Sénégal, je pense que ce n'est pas le même cas. Aujourd'hui, les journalistes ont le droit à la parole et à l'expression. Voilà, les journalistes qui s'expriment librement pour donc parfois même s'insurger contre la malgouvernance au Sénégal ou même à l'encontre de nos dirigeants. C'est pas pareil en Guinée. Vous suivez l'actualité. Les journalistes sont emprisonnés, les journalistes sont menacés. Donc pour l'instant, en tout cas, en Guinée, nous sommes un peu en arrière, point de vue la liberté d'expression, des médias et tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. On entend parler, mais c'est entre guillemets, il n'y a pas de démocratie. La démocratie sont ceux qui sont pour l'État, ceux qui votent pour les militants du parti au pouvoir. Donc, je n'ai rien contre Alpha Condé, je n'ai rien contre son gouvernement. Je fais mon métier de journaliste, informer, sensibiliser et faire des enquêtes, informer le peuple. À travers le voyage dont vous avez eu à faire, vous êtes inspiré pour écrire cette œuvre littéraire qui s'intitule Esclave des milices, voyage au bout de l'enfer libyen. Vous avez vécu cet enfer libyen. J'ai vécu cet enfer libyen, ça ne me fait vraiment pas plaisir d'en parler, mais c'est mon métier de journaliste qui me pousse aujourd'hui de témoigner. C'est notre devoir, c'est un devoir. Donc pour moi, c'est d'informer ce peuple par rapport à ce que j'ai vécu. C'est un peu ceux qui ont vécu aussi
nos frères et sœurs qui sont décédés, nos frères et sœurs nos sœurs qui ont été esclaves sexuels en Libye. Je pense qu'en France, j'ai fait tous les médias français. J'ai fait Combini, j'ai fait France Télévisions, j'ai fait Arte, pas mal de télévisions pour témoigner, informer et sensibiliser pour que plus jamais personne ne tourne le regard face à ce qui se passe. J'ai été esclave, j'ai enterré des frères africains, j'ai creusé des tombes pour enterrer des frères africains. J'ai travaillé dans des chantiers de bâtiments, j'ai été affamé pendant, pas que moi, mais quand je dis je pense à toutes ces personnes qui ont été affamées au même temps que moi pendant 2 ans et demi, tout simplement parce que nous sommes des Noirs, nous avons la peau noire, et c'est pour dire encore une fois que le racisme sévit dans le monde, notamment l'esclavage encore existe à nos jours en Libye, et que les autorités, les institutions internationales tournent le regard face à ce qui se passe en Libye. Vous avez échappé à la mort, donc vous êtes rescapé. Je suis rescapé de l'enfer libyen, où des milliers de jeunes, notamment vous suivez la télévision, des télévisions internationales, vous êtes journaliste, vous savez combien de jeunes Africains ont perdu la vie en Libye, sur le désert libyen notamment, où à un moment donné, je l'ai dit dans le livre, si on m'avait dit que le désert tuait plus que la Méditerranée, j'allais dire que c'est faux. Mais après avoir traversé le désert, j'ai compris que l'enfer aussi c'est sur le désert, l'enfer aussi c'est dans les prisons libyennes, l'enfer aussi c'est quand on tire sur tes armes ou quand on tire à une personne à bout portant en Libye. Il n'y a pas de justice, il y a des milices un peu partout. Donc pour moi c'est écœurant de dénoncer tout ça, et je voudrais vraiment que ça tombe dans de bonnes oreilles à l'occasion de cette journée. Pouvez-vous nous décrire, M. Kaba, l'enfer que vous avez eu à vivre sur le désert libyen? Sur le désert libyen, je suis parti avec pas mal de jeunes africains qui étaient parfois des ouvriers, des maçons, des charpentiers, des menuisiers, qui avaient envie de partir chercher et ramener un peu comme un peu partout, donner un peu de joie dans leur famille. Donc lors de la traversée du désert entre Arlit et Ingizam, c'est entre le Niger, la frontière nigérienne et la frontière algérienne. Ça a été vraiment un moment très difficile dans ma vie, où pas mal d'amis, moi je les appelle des amis parce que ce sont des compagnons de route qui sont devenus après des amis à moi, qui ont perdu la vie par soif, ou à un moment donné où le chauffeur, parce qu'il y a des passeurs, si vous entendez bien, des passeurs à qui vous donnez l'argent pour vous faire passer d'un point A à un point B. Donc il y a des passeurs qui nous ont envoyés jusqu'à 10 km de la première ville algérienne. Ils ont abandonné, ils nous ont dit allez-y, la lumière devant, c'est là-bas l'Algérie. Donc il nous fallait partir avec force, avec beaucoup de courage, avec de l'eau chaude, hein, sous le soleil à environ 60 degrés, vous imaginez un peu. Plus de 2 ans. 2 ans. J'ai calvaché avec pas mal d'amis et ça a été vraiment des moments très difficiles, je le dis encore une fois. Des femmes sont décédées, des enfants nés suite à de l'esclavage sexuel, ce que j'appelle, des femmes torturées, abandonnées, des enfants nés et des mamans qui perdent la vie ou des mamans qui perdent la vie en accouchant dans des conditions sanitaires qui ne sont pas adéquates. Donc vous imaginez un peu quand on reste 2 ans et demi sans pouvoir manger à sa faim, ce que ça fait à un être humain, moralement, mentalement et physiquement. Donc ça a été très difficile. Je le raconte, je continue à témoigner tous les jours, nuit et jour, pour que le monde soit au courant de ce qui se passe actuellement en Libye, au Maroc notamment. Vous voyez, récemment j'ai entendu parler d'un zodiaque au Sénégal où des Sénégalais ont perdu la vie en allant rejoindre l'Espagne, je crois. Donc c'est ce qui m'anime un peu de sensibiliser à la fois mes frères et sœurs que l'avenir ou la joie, c'est pas en prenant un zodiaque en allant en Europe, mais c'est aussi rester ici, continuer à vivre ici. Voilà. Vous avez eu donc à voyager clandestinement, donc pour éviter l'horreur dont vous avez eu à vivre là-bas en Guinée. Donc ça nous permet de poser cette problématique, l'immigration clandestine, qui est devenue un phénomène ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Les jeunes qui veulent réussir en voyageant clandestinement. Voilà, donc je pense que c'est cette question qui est évoquée dans cet ouvrage. Ouais, c'est à la fois cette question que j'ai évoquée dans cet ouvrage, mais aussi un appel
nos institutions, à nos chefs d'État, à nos gouvernants, à l'ONU notamment, de faire quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont en Libye. D'abord, c'est un livre qui évoque pas mal de vie d'un jeune Africain né dans une famille pauvre, mais qui avait de la joie, qui avait de l'ambition. Moi, depuis tout petit, je le dis dans le livre, j'avais cette ambition de devenir journaliste. Quand j'étais petit, je prenais les canettes de boissons, je tendais devant mes frères quand ils jouaient au football pour faire des commentaires où je mélangeais le et le là. Je pense que c'est un peu ça aussi dans toutes les familles où les jeunes Africains ont une ambition, mais qui ne sont pas accompagnés. Mais ce qui a été mal, en tout cas pour moi, c'est de prendre la route de la Libye. C'est important, on peut aller en Europe en prenant l'avion, partir étudier, partir faire des découvertes, mais il ne sert à rien que des jeunes prennent la route le Zodiac ou partent au Maroc ou partent en Libye pour se retrouver esclaves ou pour perdre la vie en Méditerranée. Donc j'essaie de sensibiliser notamment dans cet ouvrage, mais aussi interpeller le monde et l'humanité par rapport à ce qui se passe, surtout en Libye, parce qu'au moment où je vous parle, j'avoue, il y a au minimum 2000 à 3000 jeunes migrants qui sont encore en Libye. Beaucoup de migrants sont recensés chaque année au niveau de l'Afrique. En Guinée, est-ce que c'est le cas, comme ici au Sénégal? Récemment, on a dénombré beaucoup de morts à travers l'immigration clandestine. En Guinée, c'est encore pur en Guinée, parce qu'en Guinée, à un moment donné, tu peux te retrouver avec tout un quartier. Dans chaque concession, il y a un jeune qui a perdu la vie, en Libye ou au Maroc. Donc vous imaginez, dans un quartier, dans chaque concession, dans chaque famille, il y a un jeune qui, en un jour, qui a perdu au minimum un membre de leur famille en Libye. Donc en Guinée, c'est aussi plus pur, parce que la Guinée est le premier pays en France demandeur d'asile en mineur et le premier pays demandeur d'asile en majeur. Quand je dis majeur, c'est les grands, plus de 18 ans. Et aujourd'hui, la Guinée, pourtant la Guinée n'est pas en guerre par rapport à l'Afghanistan, par rapport à l'Irak, mais la Guinée caracole en tête devant tous ces pays en matière de demande d'asile en Libye. Et la plupart des migrants passent par le Maroc ou par la Libye. Donc s'il y a des Sénégalais, mais la Guinée est encore devant le Sénégal dans l'immigration. La question de l'immigration clandestine est loin d'avoir de solutions, je pense. Oui. Voilà, est loin d'être résolue, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour freiner ce fléau? Pour freiner ce fléau, je pense que d'abord c'est l'envie. Il faut que nos autorités, nos administrateurs aient envie de faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est ce qui manque, la volonté au fait. Beaucoup de discours, vous regardez avec nous, il y a beaucoup de discours, mais il n'y a qu'une volonté de faisabilité, de monter des projets pour ces jeunes Africains, pour répondre à leurs aspirations. Normalement, l'Europe n'a rien à envier à nos pays, c'est seulement une mauvaise gestion, une mauvaise répartition des ressources de nos pays qui entraînent des jeunes à partir laisser leur vie en Méditerranée ou qui les envoient en Libye, qui se retrouvent en état d'esclavage. Je pense que faire des projets de société, accompagner ces jeunes, des orphelins qui n'ont pas de métier, les envoyer à l'école, en tout cas faire des projets d'accompagnement des jeunes pour les permettre de s'intégrer dans leur milieu, là où ils sont nés, là où ils ont grandi, mais aussi contribuer en leur manière au développement de leur localité. Il ne suffit pas de faire des discours, il ne suffit pas de faire des grands débats à la télévision par rapport à ça. Il faut aller de la parole à l'acte, poser des actes vraiment concrets, réalisables pour ces jeunes, pour qu'ils ne laissent pas leur vie en Libye. Donc à travers l'esclave des milices, ce voyage au bout de l'enfer libyen, c'est une sorte d'autobiographie. C'est une sorte d'autobiographie, mais c'est aussi... Et vous avez énuméré dans ce livre un personnage clé, vous avez présenté... ma personne d'abord. Dans le premier chapitre, j'ai parlé un peu de ma personne, de ma ville là où je suis né, de la relation entre ma mère et mon père. Mon père est malinké, ma maman est Peul. Cette union déjà, c'est quelque chose de rare en Guinée. Vous savez tous mieux que moi qu'en Guinée, ce sont ces deux ethnies qui se bagarrent à cause du pouvoir. Donc j'ai essayé d'énumérer ça, expliquer ça, faire comprendre aux Guinéens que la diversité des ethnies est un atout
Nous devrions tous bénéficier de ça. Ça ne devrait pas être source de conflit comme le font les politiciens. Ensuite, j'ai expliqué dans le livre mon parcours, mon envie de devenir journaliste. Ça, c'est dans le deuxième chapitre. J'ai expliqué mon envie de devenir journaliste tout petit, où j'écoutais les grands journalistes Ali Badara Diakité, ABD, où je faisais des reportages ou des commentaires dans les quartiers avant de rejoindre une radio pour ma première fois à Cancan. J'ai tremblé pas mal. J'ai tremblé, il y a eu la sueur. Et avant de me retrouver dans... Et j'ai expliqué dans la troisième partie comment le saccage de la radio battait FM Cancan. Et j'ai ensuite parlé de ma traversée de la Guinée en Libye, en passant par le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'Algérie, avant d'atteindre la Libye, l'Italie, ensuite la France. Donc, dans le quatrième chapitre, c'est que je ne parle pas que de moi, je parle aussi de mes sœurs, je parle aussi de nos frères qui ont la même histoire que moi, qui ont fait la même traversée que moi, qui devraient normalement interpeller les autorités, interpeller le monde, interpeller nos parents aussi, qui ont perdu des enfants en Libye, pour qu'ils sachent comment ces enfants sont décédés, dans quelles circonstances, et ce qu'il faut éventuellement faire, ça c'est au niveau de nos États, de faire quelque chose, le fait d'abandonner nos frères et sœurs en Libye. Je pense que c'est un crime contre l'humanité, nous sommes en train de voir, mais sous silence, personne n'en parle. Donc moi j'en parle, je continue à en parler. J'ai fait pas mal de rencontres, des conférences à la Sorbonne, j'ai des conférences au Festival d'Avignon. Je témoigne avec SOS Méditerranée. Mais pour moi, j'ai l'envie de témoigner en Afrique. Témoigner en Afrique, informer nos parents, comme vous m'avez demandé, informer nos parents comment les enfants sont décédés, faire comprendre à nos frères et sœurs de ne pas prendre le risque. En tout cas, ce n'est pas la solution de prendre la route de la Libye. Vous avez vu combien de personnes décédées en cours de route? Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire. Enterré, je peux vous dire que j'ai enterré une cinquantaine de personnes, notamment des femmes et des bébés. Ça, c'est... Ils sont morts à cause Ils sont morts soit à cause de maladies, soit ils ont électrocuté le corps par l'électricité, les Arabes libyens, comme ils le font. Parce que le livre, j'ai voulu l'intituler Le diamant noir. Le diamant noir libyen. Ça, c'était mon idée de ce que je voulais donner, le nom que je voulais donner au livre. Parce que la Libye, le noir est une denrée rare. C'est une denrée rare. Le fait d'avoir la peau noire, c'est synonyme d'esclavage. Donc les milices, en Libye, il n'y a pas d'État. Ce n'est pas comme au Sénégal, c'est pas malgré la situation de la Guinée, mais ce n'est pas aussi comme la Guinée. Il n'y a pas d'État, il y a deux gouvernements. Ensuite, les milices sont éparpillées partout, ils ont des armes. Et il suffit de voir un noir partir là-bas, soit il tire sur son pied pour l'attraper comme un poulet, et l'envoyer l'électrocuter, de verser de l'essence sur lui, mettre comment je vais dire ça, c'est le terme qui me manque, en tout cas mettre de l'électricité sur son corps pour qu'il appelle les parents afin de verser 2000 €, 3000 € sur un compte. Vous imaginez nos parents qui sont là, ils vont partir vendre des parcelles pour pouvoir libérer leurs enfants, ils vont partir emprunter de l'argent pour pouvoir libérer les enfants qui sont détenus par l'État. Pourquoi nos dirigeants laissent passer ça? C'est une atrocité énorme. Et on laisse passer ce genre d'actes comme ça sans autant rien faire. Aucune. Depuis 2013 jusqu'à nos jours, au moment où je vous parle, nos dirigeants, s'ils lèvent peut-être le doigt, peut-être que c'est le Sénégal qui rapatrie parfois les migrants sénégalais en Libye. Ça c'est parfois, dans l'année tu peux voir une seule fois ou pas du tout. Sinon, je crois que c'est ce que j'ai dit à l'entame de l'émission, c'est qu'ils ont un manque de volonté pour vraiment faire face à la situation. Nous sommes tous assis, on dit l'Europe, la France, l'Italie, la Belgique, l'Eldorado, et c'est à eux encore de résoudre le problème des Africains. Je pense que ce n'est pas eux qui vont résoudre le problème des Africains à la place des Africains. C'est l'Union africaine, c'est la CEDEAO, c'est toutes ces institutions régionales qui devraient se donner les mains pour mettre fin à la situation des migrants en Libye. Vous imaginez quand vous dis, juste pour l'année 2017, il y a eu au minimum 4000 jeunes Africains qui ont perdu la vie en Libye. Personne n'en parle. Alors que si vous allez sur Google, vous allez sur les internets, ça c'est des chiffres estimés. Estimés seulement. C'est des chiffres estimés. Il faut voir dans les prisons, il faut voir en traversant la Méditerranée ou dans un zodiac de 150 personnes, toutes ces jeunes perdent leur vie.
c'est l'Afrique qui perd au fait. C'est l'Afrique qui abandonne ses enfants. C'est l'Afrique qui jette ses enfants dans la gueule du loup. C'est vraiment déplorable, mais il faut que nos autorités prennent les responsabilités. Je ne sais pas si c'est une politique politicienne, mais en tout cas, la responsabilité les incombe vraiment. Bien sûr. En tout cas, voilà, un livre très intéressant, surtout en ce moment où l'Afrique est vivement secouée par ce problème qui est l'immigration clandestine. Donc, il doit y avoir un accompagnement, mais également essayer de faire ou bien de sensibiliser les jeunes surtout. Les jeunes surtout. Et confiance en eux aussi. En eux. Moi, je vais anticiper avant que vous me posiez la question. Moi, j'ai des projets. J'ai des projets avec des associations françaises, avec des écoles françaises. Parce que pour moi, le combat, je dois mener ce combat en Afrique. Là, le livre, il a été traduit le 11 novembre dernier en langue italienne. Donc, il est déjà en langue italienne. La maison d'édition Fayard, c'est l'une des plus grandes maisons d'édition de la France qui a édité le livre. Donc, en Italie, c'est la maison d'édition Quaru. Je ne suis pas en train de faire la promotion de mes livres. Ça ne me fait absolument pas plaisir de faire la promotion d'un livre. Mais pour moi, mon combat, c'est de passer ce message à nos frères. Mais en Guinée, vous n'avez pas cette occasion. En Guinée, je n'ai pas cette occasion. Même pas, je pense, il y a eu des médias qui m'ont interpellé, mais ce n'est pas ce qui s'est passé derrière ou s'il y a eu des sanctions derrière. Mais il y a eu des médias qui m'ont interviewé en ligne au téléphone, où j'ai un peu expliqué. En tout cas, il y a une bonne partie des Guinéens qui sont tout contents, fiers du livre. Mais vous savez, quand l'État est dictatorial, ce n'est pas évident de rentrer en Guinée. C'est pourquoi je viens toutes les années, une fois au Sénégal, où j'essaye de peaufiner mon projet, parce que je voulais éventuellement passer par le Sénégal. Je connais, les Sénégalais ont beaucoup perdu leur vie en traversant la Méditerranée, mais aussi des Gambiens que j'ai rencontrés, des Nigérians, des Maliens. Donc je viens chaque année ici pour en tout cas voir la réalité, toucher du doigt à la réalité, et pourquoi pas venir avec mon projet en fin d'année 2021, sensibiliser, donner des sourires aux jeunes Africains, accompagner nos frères, soit dans la mécanique, dans la tôlerie, dans la menuiserie, en tout cas même si c'est pendant 2 ans qu'on puisse les accompagner, sur fonds propres, les accompagner, et pour qu'ils puissent s'intégrer, sourire et donner de la joie à leurs enfants, à leurs mamans, et pas qu'en les quittant, blessés derrière eux des pleurs, quand ils décèdent en Libye. Je crois que c'est triste. Mais il faut que je revienne ici en Guinée, par Dakar notamment, Mali et autres pays, pour pouvoir poser les jalons de cette initiative que j'ai avec le réseau socioprenariat. C'est un ensemble des jeunes Africains nés en France là-bas, des enfants issus d'union des migrants, de nos parents qui sont partis des années 70. Avec eux, nous allons revenir au Sénégal, accompagner nos frères. Je pense que c'est le moment pour moi d'évoquer ça. Et en attendant l'année 2021, la fin d'année 2021, 2 semaines de campagne de sensibilisation à travers l'Afrique. Depuis lors, M. Alpha Kaba, je pense que vous n'êtes pas retourné en Guinée. Non. Depuis lors. Non. Vos parents sont là-bas. Mes parents sont là-bas et si je veux voir mes parents, je les envoie ici à Dakar. Ah, je les rencontre ici. Et on passe 1 semaine, 2 semaines, après je me retourne. C'est très difficile, c'est une existence. C'est difficile, mais il faut le vivre, c'est comme ça la vie. Vous allez y retourner peut-être un jour? Un jour, peut-être après. Quand il y aura un changement, c'est-à-dire? Quand il y aura un changement, quand il n'y aura plus de dictature. Voilà. Pas que parce que même si le président quitte, et que les mêmes têtes reviennent au pouvoir, où on ne peut pas s'exprimer comme on s'exprime au Sénégal ici, je pense que ça reviendra à la même chose. Sinon, ça ne plaît à personne d'aller vivre à Bordeaux, d'aller vivre à Nantes ou d'aller vivre aux États-Unis en laissant ses enfants, ses parents, ses oncles. Il plaît à tout le monde de vivre près de ses proches. Donc tous les migrants au monde, où qu'ils soient, il leur plaise de vivre auprès de leurs proches. Est-ce qu'actuellement à Guinée, il y a des jeunes comme Alpha Kaba qui osent critiquer le gouvernement? Il y a des jeunes comme Alpha Kaba qui osent critiquer le gouvernement, mais sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais après, récemment, il y a eu pas mal de jeunes qui critiquaient le gouvernement sur les réseaux sociaux, qui sont rentrés en Guinée. On les a attendus à l'aéroport, direction la prison. Ça, c'est on n'en est pas encore à ce stade ici au Sénégal. Voilà, le Sénégal est un peu en avance en matière de démocratie par rapport à la Guinée. Et je souhaite que ça continue comme ça et que cette tendance se maintienne au Sénégal, où le monde en tout cas se souviendra, et que la Guinée aussi
emboîte les pas du Sénégal. Qui le sait, peut-être que ça va venir dans quelques années. Donc c'est un peu ça. Les élections là-bas, voilà, comment vous les avez vécues? En français on dit élection, mais en Guinée il n'y a pas eu élection. Parce que ce sont des termes il faut employer le terme là où il le faut. Il y a eu sélection, il n'y a pas eu élection en Guinée. Donc Alpha, il a organisé une sélection pour qu'il soit sélectionné, il a été sélectionné et puis c'est terminé. Normalement, quand on dit élection en matière de journalisme, en bonne définition en langue française, c'est une élection qui devrait être consensuelle, démocratique et vraiment transparente. Donc moi, je ne suis pas un opposant à Alpha Condé, je ne suis pas un militant d'un parti politique quelconque. C'est que j'essaye de donner ma voix comme doit donner la plupart des jeunes Guinéens qui ont soif vraiment de la démocratie et de l'épanouissement. Donc Alpha, c'est une élection qu'il a organisée pour lui et qu'il a gagnée. Et qu'il continue encore à mettre des jeunes dans des prisons. C'est des époques révolues depuis les années 60 où l'Afrique venait de prendre l'indépendance qu'il est en train de faire vivre aux Guinéens. Mais comme le disent certains penseurs, que chaque chose a une fin. Donc peut-être que la fin va venir pas longtemps. Qui le sait. Et en France, où vous êtes actuellement journaliste, je pense que vous exercez librement votre métier. J'exerce. Vous pouvez attaquer n'importe qui comme vous le voulez sans pour autant avoir quelques regrets ou des menaces. C'est en France de l'émission qu'on appelle l'Afrique en question. Parce que j'ai cette maîtrise de l'Afrique, j'ai cette maîtrise de la politique africaine, de la culture, des traditions. Donc je sais que dans cette émission, je peux me laisser aller sans pouvoir vexer, sans pouvoir mentir ou sans pouvoir accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Donc mon émission, c'est l'Afrique en question. C'est une émission interactive, sociétale, politique, culturelle, sportive, basée sur le continent africain. Donc parler de l'Afrique dans l'ensemble du Sénégal, du Mali, des réalités qu'on rencontre en Afrique. On envoie les Français à la découverte de l'Afrique à travers la radio. Donc je pense que là, je n'ai pas du tout peur. Et vous comme moi, on n'a aucune raison d'accuser quelqu'un qu'il a fait ceci ou il a fait cela. Avant de venir à l'antenne, on mène des enquêtes, on informe et puis on n'appelle pas en tout cas à la révolution. On informe et on informe. C'est ça notre devoir et c'est le travail auquel nous sommes appelés à faire et appelés à faire à tout journaliste notamment. Et puis d'esprit de l'éthique et la déontologie du journalisme, je pense qu'on ne peut pas déraper en respectant les règles du métier. Voilà, à travers cette œuvre Esclaves des milices voyage au bout de l'enfer libyen, vous êtes posé sur donc des questions touchantes liées bien évidemment à l'immigration clandestine. Voilà votre objectif en relatant tout ce calvaire que vous avez eu donc à vivre. Mon objectif, c'est à ce que les jeunes ne perdent plus la vie en Libye et au Maroc. Pas qu'en Libye, mais au Maroc. Même au Sénégal, il y a des gens qui tentent via la Mauritanie ou sur les côtes sénégalaises ici pour aller en Europe. Mon objectif, c'est à ce que ces jeunes ne perdent plus leur vie en Libye. L'autre objectif, c'est à ce qu'ils s'intègrent, à ce que l'État vraiment leur vienne en aide. Il ne suffit pas de faire des bons discours comme je l'ai dit. Et l'autre objectif, c'est de sensibiliser le maximum de personnes dans toutes les langues, s'il le faut, pour que plus jamais un jeune Africain ne perde la vie en Libye, au Maroc et sur les côtes sénégalaises. Donc, si à l'occasion de cette journée, je peux m'exprimer librement, notamment grâce à votre média Walfadjri, le média que je remercie de passage, c'est que cette journée, pour moi, c'est une journée commémorative, c'est une journée d'appel à la solidarité, à l'union, mais aussi à la cohésion sociale entre tous les migrants du monde, où qu'ils soient. Parce qu'en France, les migrants sont tellement mal vus, de telle sorte qu'on ne peut pas en parler. Il y a des migrants qui passent des nuits sous les ponts, il y a des migrants qui passent des nuits à la Belle Étoile. Donc pour moi, on doit être solidaire envers ces migrants. Donc à l'occasion de cette journée, j'appelle tous les Français, tous les Belges ou ce peuple de l'Union européenne de venir vraiment en aide à nos frères et sœurs qui continuent encore à souffrir sur le territoire français un peu partout. Donc si j'ai des objectifs, ce sont des objectifs illimités. C'est jusqu'à ce qu'on n'en parle plus de l'esclavage dans le monde, pas qu'en Libye, mais dans le monde, pour que plus jamais aucune personne au monde ne voit la réalité en France et tourne le dos, dire que non, je ne peux pas regarder. Il faut qu'on regarde, on trouve des solutions à tous les problèmes au monde.
En tout cas, un grand merci à vous, M. Alpha Kaba. Merci à vous aussi, merci à vos spectateurs et j'espère pouvoir revenir très bientôt dans la Latiranga, on dit comme ça. C'est le pays de la Teranga. Le pays de la Tiranga. La porte vous est ouverte. Inch'Allah, et accompagnez nos frères et sœurs. Merci à vous et à très bientôt. Inch'Allah, merci également à vous, M. Alpha Kaba, d'avoir répondu à cette invitation. Voilà, nous allons justement vous proposer cet extrait. Monsieur Albourignan, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Albourignan est professeur de lettres. Vous avez fait votre première parution, votre premier ouvrage qui s'intitule La Coque Trouée, paru en 2010. Et vous avez eu un deuxième prix de poésie avec Casamance et un premier prix de nouvelles avec La Famille Ambulante en 2018 et l'année de la confirmation avec Mon mari, ce politicien. Et sur le plan professionnel, M. Dian, vous êtes passé d'instituteur à professeur de français en passant par directeur d'école. Vous avez également été rédacteur en chef du magazine étudiantin Jeune étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pense que j'ai dit l'essentiel, M. Dian. Oui, vous avez dit l'essentiel. Bonjour madame, pour m'avoir invité, pour me permettre de parler de mes ouvrages. D'accord, nous allons commencer par votre premier ouvrage qui s'intitule La Coque Trouée. Pourquoi La Coque Trouée, M. Dian? Est-ce que vous voulez dire par là le contenu le titre, c'est une métaphore. Oui. Voilà. On voit une image, un bateau incliné ayant la coque. Mais vous pouvez lire du début à la fin du roman, vous ne verrez pas le chavirement de navire. Voilà, sauf le passage de Dakar à l'île de Gorée par la chaloupe, sans aucun incident. Alors c'est juste un titre métaphorique, parce qu'au début on voit un jeune homme dynamique, intelligent, à qui étaient vraiment ouvertes toutes les portes pour la réussite, et qui découvre subitement qu'une des femmes mendiantes à qui il avait l'habitude de donner l'aumône dans les ruelles de Dakar, vers la Zavia et la Malixi, était sa mère réelle. Que ceux qu'il prenait comme parents, ses véritables parents étaient des parents adoptifs. Voilà. Et donc, vu la posture qu'il avait au début et après le manque de confiance, donc de manière imagée, c'est comme s'il avait son embarcation avec la coque trouée. Voilà. Et ce coque trouée, donc, M. Dian, voilà, vous parlez des problèmes de casse. Essentiellement dans cet ouvrage. Effectivement. Qui est une problématique en Afrique, au Sénégal en particulier. Effectivement, ce roman pose la problématique des castes en Afrique et particulièrement au Sénégal, puisque c'est la maman du héros qui appartient à une caste et son papa, qui est noble, avait osé franchir le Rubicon en épousant une telle femme. Voilà, ce qui leur a causé, donc les deux membres du couple, pas mal de problèmes. Et même le papa qui a été marabouté, qui perd la raison, qui ensuite va mourir dans un accident de voiture, d'où le fait que un couple bien nanti qui vivait au plateau, ayant vu les conditions déplorables dans lesquelles le héros vivait avec sa maman, qui dormait dans la rue en période de froid, à hauteur de la Zavia, avec quelques cartons comme abri. Alors cette famille a demandé à la maman l'autorisation de recueillir l'enfant et de l'élever. Voilà, donc ce n'est pas un roman qui appelle à la chute des barrières, mais on invite à une interrogation. Laquelle? Alors, ceux qui ont osé franchir le pas, alors les enfants qui sont issus de ce type de mariage, qui ne sont en rien responsables, quel avenir leur est réservé? Très souvent, ils sont acceptés ni du côté de la famille de la mère, ni du côté de la famille du père. Alors je parle pour ces enfants-là. Vous parlez du côté positif, en essayant de sensibiliser certains sur les dangers qui peuvent découler de ces problèmes de casse au Sénégal, parce que ce sont les enfants qui seront victimes. Bien sûr, voilà, bien sûr. À l'avenir. Bien sûr. Parfois, c'est comme si on les minimise, parfois ils ne sont pas aimés par certains. Voilà, ils sont aussi bien rejetés du côté de la mère que du côté du père. Tout à fait. Voilà. Donc ça rappelle quelque part Nini, hein, la mulâtresse du Sénégal, ni acceptée chez les Blancs ni chez les Noirs. Chez les Noirs, oui. Il y a toujours ces genres de problèmes. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent que le problème se pose juste au niveau racial.
Mais au niveau interethnique, intercaste, le problème est crucial. Voilà, il s'agit d'un phénomène qu'il faut bannir, parce que ça ne fait que contrecarrer la problématique de la culture au Sénégal. Bien sûr. Voilà, on est tous pareils. Vous avez également édité le dernier ouvrage, il s'agit de Mon mari, ce politicien. Mon mari, ce politicien. C'est un thème d'actualité. Et voilà, avoir un mari qui est un politicien. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette œuvre? Donc, un mari que la dame ne qualifie pas d'homme politique, déjà, il y a une certaine discrimination en disant politicien. Alors, renforcé également par l'ajout de cet adjectif démonstratif, le ce, qui rend encore beaucoup plus péjoratif ce politicien. Si vous me permettez l'expression, en Wolof, ce serait peut-être as politicien. Donc, d'où tout le contenu sémantique qui se cache derrière, qui montre que le mari se trouve à un niveau très bas. Très bas. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes politiques quand même. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans ce bel endroit, le lodge des collines de Niassam, où nous allons rencontrer un invité qui est un écrivain, en même temps un entrepreneur français. Il s'agit de Jean-Pierre Gabory. Bonjour, monsieur Gabory. Bonjour, madame. Vous êtes auteur du livre Philosophie de la vie. Voilà, donc avant de décrypter en profondeur cet ouvrage, donc nous allons essayer de voir un portrait qu'on a fait sur vous. À quelques kilomètres de Joal se trouve un bel endroit où la mer, la brousse et ses arbres ainsi que le calme qui règne sur les lieux forment un beau paysage où il fait bon à vivre. Cet endroit est bien le lodge des collines de Niassane. Ce lodge est construit par le français Jean-Pierre Gabory, un homme dynamique et ambitieux, mais dont le parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Jean-Pierre Gabory, je suis français. Je vis dans l'ouest de la France, en Vendée, dans la province. J'ai 70 ans. Alors mon parcours, quand j'étais jeune, je dois l'avouer humblement, je n'étais pas un très bon élève, un élève passable. Je ne comprenais pas toujours ce que voulaient m'enseigner les professeurs. J'étais un peu à côté de la plaque. Je pensais à autre chose, je voyais la vérité, la connaissance différente de l'enseignement. Et puis l'école de la vie. Quand j'étais jeune, j'ai fait plein de petits boulots et c'était l'époque des années 70, j'ai voyagé. J'ai été en Inde par la route, j'ai même voyagé en Inde sans argent. Je couchais dehors avec les pauvres. Mais ça a été un voyage extraordinaire. J'ai vraiment rencontré l'Inde, sa vie au quotidien, c'était extraordinaire. Et puisque nous allons parler de la peur, eh bien, quand je suis rentré en France, je me suis dit, mais en France, je n'aurai jamais des conditions de vie aussi difficiles. Et donc, je n'ai jamais eu peur de me lancer dans des entreprises, sachant que j'avais traversé une épreuve de voyager dans des pays pauvres, sans argent, et ça s'était excellemment bien passé. Donc, pas de peur. Au début, des craintes quant à la réussite du projet ne manquent pas, mais sa conviction et l'amour qu'il porte sur l'endroit ont fini par prendre le dessus. Alors, décision est fermement prise. Les années 2001, changement de vie. Avec ma femme, on voyageait beaucoup. Et à un moment, on vient ici. Et sur cette colline-là, nous découvrons ce paysage. Paysage vraiment extraordinaire. On avait beaucoup voyagé dans les paysages. Nous, on n'est pas des citadins, donc c'était toujours l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Et là, on a vu ce paysage, on s'est dit c'est exceptionnel. C'est un paysage qui n'a pas d'âge. 10 000 ans, 100 000 ans, il pouvait très bien être comme ça. Il est totalement préservé. Et puis on a une variété. La mer tout près, la lagune ici, les îles, les grands baobabs, la brousse, tout ça dans le même endroit, sans aucune perturbation. Et là, c'était un choc amoureux, on va dire. On s'est dit, mais dans un paysage aussi exceptionnel, si on pouvait faire un bel hôtel, ça ne pourrait que marcher. Et puis ça serait pour nous un rêve réalisé. Et donc, on s'est lancé. On s'est lancé et puis je dirais que sur un plan marketing, sur un plan rationnel, ça n'avait aucune chance de marcher. À 4 heures de Dakar, avec une mauvaise route, une piste, rien autour,
n'importe quel chef d'entreprise ou de marketeur. Non, arrêtez tout de suite, ça ne peut pas marcher. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons parlé créativité. Eh bien, on avait l'intime conviction. Nous, on savait, avec ce qu'on connaissait, ce qu'on avait vécu, ce qu'on voyait devant nous, que pouvait y avoir quelque chose de magnifique à faire. L'intime conviction. Envers et contre toute rationalité. Malgré ces difficultés, le succès est arrivé. Aujourd'hui, le lodge des collines de Niassane est connu à travers le monde entier. Ceux qui viennent y séjourner sont toujours satisfaits et ont hâte d'y revenir. On a fait des chambres sur l'eau. Parce qu'on a pris les 3 éléments, l'eau, l'air, la terre. Le feu, c'est le soleil du Sénégal. Mais l'eau, la terre et l'air. L'eau, sur les lagunes, ce sont les chambres là sur pilotis. Elles sont posées là, ouvertes sur l'environnement. Et les gens qui sont dans ces chambres, eh bien, ils sont comme dans un grand bateau immobile. Hein, elles sont construites en bois, vernis. Et ça, c'est les préférés de nos clients, celles-ci. Ensuite, il y a l'air. Ce sont les chambres dans les grands baobabs. Alors ça, c'était en 2001, personne ne parlait encore de cabanes dans les arbres. Et donc on a fait ces chambres parce qu'on avait vraiment des baobabs splendides, immenses là, posés au bord de la lagune. Cette maladie nous a perturbés nous tous, hein, mais ça nous a servi de leçon. Bien sûr, bien sûr. De dire, mais côté artistique également, les artistes ont eu beaucoup de problèmes. Vous avez eu à subir beaucoup de pertes aussi. Oui, c'est vrai. On a été vraiment impacté quoi. Ouais. Imagine, depuis le 14 mars, j'ai pas eu d'entrée d'argent. 14 mars. On a arrêté les trucs le 15. Moi, le 14, j'ai joué, je crois. À partir du 14 jusqu'à présent, on n'a pas eu d'entrée d'argent. Pour quelqu'un qui a des charges, qui a des locations à payer, qui a une famille à nourrir, qui a voilà, plein de choses, des gens qui dépendent de... Tu sais, un artiste, surtout un leader qui vit quelque part dans un quartier, c'est un soutien non seulement pour sa famille, mais c'est un espoir pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent solliciter son aide. Bien sûr. Des gens, à chaque fois que quelque chose se passe dans le quartier, tu as ton enveloppe qui vient. On demande des soutiens. Il y a des gens, des personnes démunies qui viennent demander des appuis. Donc les gens croient que les artistes, quand ils gagnent de l'argent, c'est pour eux-mêmes. Alors que dès que tu as ton nom qui sort à la télé, dès que tu as tes vidéos qui sortent à la télé, tu suscites l'espoir. C'est les gens, et les gens viennent demander de l'aide de partout. Des gens qui, dès qu'ils savent là où tu es, les gens qui demandent ton numéro de téléphone, parce que juste qu'ils te voient à la télé que tu es allé aider encore. De votre côté, vous avez perdu des millions, je pense. Bien sûr, tout le monde a perdu des millions. C'est-à-dire il y a des artistes qui jouaient chaque semaine, quoi. C'est-à-dire il y a des gens qui jouaient chaque week-end. Ils te jouent vendredi, au minimum ils jouent vendredi, samedi. Chaque week-end ils jouent vendredi, samedi. Au plus, sans compter les dîners de gala, les cocktails que tu jouais, qui te faisaient. En fait, ce qu'on jouait dans les clubs, c'était pas énorme, c'est juste pour gérer quelques détails. Mais en général, c'est les galas, les cocktails, les trucs qui payaient bien. Et si on perd tout, c'est compliqué, quoi. Réccu de fay wees tànnal soxna yaa ngi nii tànnal waay ji nga jël ji la jël ji ñu la jëlal ci yow la des yaay seet